Petit disclaimer, c'est pas moi, je sais qu'on pourrait croire, mais c'est pas moi. C'est une ancienne marketeuse de chez Phoenix, donc juste une petite ressemblance, mais tout va bien. Merci à tous d'être là. Je suis très contente de voir qu'il y ait autant de monde pour parler des sujets d'éco-responsabilité dans le produit. Donc je me présente, moi c'est Jeanne et je suis effectivement Head of Product chez Phoenix. Phoenix, c'est une des startups françaises qu'on classe souvent dans la classe de la tech for good ou de l'impact tech, c'est-à-dire des startups qui sont des entreprises qui n'ont pas particulièrement le statut d'association, mais bien celui d'entreprise, mais qui ont pour vocation notamment de réduire l'impact, d'avoir un impact positif sur la réduction de l'impact carbone ou des sujets sociaux, etc. Donc nous, on fait partie de cet univers-là. Et ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est est-ce que dans le cadre où actuellement on commence à être conscient des impacts négatifs que peut avoir le numérique et que peuvent avoir tous les outils numériques utilisés par les startups, notamment impacts sociaux sur le traitement des data, est-ce qu'on a sur nos libertés, la privacy, etc., qui sont des sujets chauds, on va dire, et sur les impacts environnementaux. Évidemment, aujourd'hui, je crois que les dernières études de l'ADEME, c'est 4% des émissions carbone mondiales sont générées par le numérique, donc c'est un poids qui est vraiment considérable. Est-ce qu'on peut, du coup, malgré tout, faire du produit de manière responsable, faire du produit au service de sujets d'impact? C'est la question que moi, je me pose un peu dans mon quotidien chez Phoenix. Et pour y répondre, je ne vais pas du tout aujourd'hui, en fait, disclaimer, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont partir, du coup, vous dérouler une méthode. Absolument pas, pour plusieurs raisons. De un, je suis une de ces transfuges du product management qui est arrivée sur les sujets en m'auto-formant, comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous, je pense, mais malgré tout, qui fait que les méthodes ne sont pas forcément les plus carrées du monde, mais par contre très empiriques et réelles, quoi. Et ensuite, parce que, juste tout simplement, je vais vous partager ce qu'on a vécu au quotidien chez Phoenix, depuis que j'y suis, donc ça va faire bientôt 5 ans, dans la gestion du sujet impact écologique, impact social. Voilà, donc je vais juste vous rappeler qu'il n'y a pas de méthode et de playbook qui va en ressortir. Moi, ce que je veux explorer là avec vous, du coup, bonjour, pas de souci, aucun problème. C'est les 3 grandes étapes de comment on s'est attaqué au sujet de faire du produit de façon responsable chez Phoenix. Première chose, comment on a commencé à se poser la question. Parce que la question aujourd'hui, je ne sais pas, vous, dans quels univers vous évoluez, juste à main levée, qui est plutôt dans des univers start-up? Ok, et donc grand groupe, j'imagine, c'est à peu près le reste. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs aussi seuls qui lancent des boîtes ou non? Ok, donc on est plutôt sur un moite-moite start-up grand groupe. Si d'ailleurs j'ai tendance à employer trop de jargon start-up, n'hésitez pas à m'arrêter, je vais essayer de définir mes termes, mais ça peut arriver que je m'engouffre dans du jargon, donc désolée d'avance si c'est le cas. Mais du coup, les 3 questions que je vais aborder, c'est comment on est arrivé à se poser cette question du produit responsable alors qu'on est une entreprise responsable. Comment on intègre au quotidien ensuite l'idée, en fait, comment on arrive à intégrer la question de la responsabilité au quotidien dans notre delivery ou dans notre stratégie produit. Et enfin, la conclusion, est-ce que ça marche, quoi? Est-ce que ça a un impact, qu'il soit positif, qu'il soit négatif? Est-ce qu'on arrive à effectivement inclure des notions de responsabilité dans notre stratégie produit? Est-ce que c'est une perte de temps ou est-ce que c'est efficace? Donc, c'est vraiment la version retour d'expérience de Phoenix. Et à la fin, je serais hyper curieuse de laisser du temps s'il y en a dans certains d'entre vous qui sont confrontés à des problématiques similaires ou qui ont des questions sur certains points précis de notre stratégie produit ou quoi. N'hésitez pas à les poser parce que je suis très preneuse aussi d'échanges et je n'ai pas du tout une méthode parfaite à vous proposer. Donc, à l'origine, comment se pose-t-on chez Phoenix? Comment on arrive à se poser la question du produit responsable? Je vais repartir à la base, je l'ai beaucoup dit, je vais beaucoup dire le mot impact, sous-entendu dans mon langage du monde de la tech for good. L'impact signifie généralement impact positif. Donc, le fait de participer à résoudre une partie du problème social, du problème sociétal, du problème environnemental et des différentes
sous-problèmes qu'il peut y avoir dans ces sujets-là. Phoenix a été créé en 2014 avec cette volonté-là, d'être une entreprise à impact. On a des labellisations qui sont importantes pour signifier notre sincérité d'engagement. On n'est pas du tout une boîte, on tient à absolument éviter tout ce qui pourrait se rapprocher de près ou de loin du greenwashing. C'est très important pour nous d'avoir une démarche qui soit complète, sincère et d'avoir un impact positif sur la société. Et en l'occurrence, le problème qui a été détecté par les fondateurs de Phoenix, c'est on a d'un côté des poubelles de supermarchés qui débordent, qui par ailleurs parfois sont javelisées. Aujourd'hui, c'est interdit, mais pour éviter le glanage, etc. Et de l'autre côté, on a les banques alimentaires qui manquent tous les jours d'aide alimentaire, qui sont obligés parfois d'aller acheter de la nourriture pour nourrir leurs bénévoles. On a une offre, on a une demande, faisons-les se rencontrer. On n'a pas réinventé la roue. Le don aux associations, ça existe depuis toujours. Mais on est venu mettre un petit grain d'organisation, de process et par la suite de tech. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'à la base, Phoenix, justement, c'est une entreprise de service. Quand on a été créé en 2014, on n'est pas du tout une start-up de la tech. Il n'y a absolument à aucun moment la volonté de particulièrement digitaliser le monde du don aux associations. Donc on a été vraiment créé dans cette vocation de fluidifier le don aux assos. Vous connaissez peut-être l'application mobile Phoenix pour les particuliers, qui est disponible sur vos téléphones, qui est un peu à l'instar de Too Good To Go, une appli B2C pour sauver les invendus de son quartier. C'est pas du tout ça le délire à la base. Le délire à la base, c'est on a les assos, on a les supermarchés, on les fait se rencontrer. Et en 2014, on les fait se rencontrer par une seule chose, c'est de l'accompagnement humain. À aucun moment, on se dit, OK, on va avoir une plateforme tech et tout. Donc la question de la responsabilité de la tech ne se pose pas. Au bout de 2 ans, ça commence à bien marcher. Le MVP, on va dire côté service, en tout cas le besoin sur ce service-là d'accompagnement est détecté. Et on crée une plateforme qui, en l'occurrence, permet de fluidifier le don sur les aspects administratifs et statistiques. Mais ça, c'est un besoin spécifique. On pourra, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions dessus. Mais en tout cas, on crée cette plateforme de don, mais on a un dev. Et le dev est aussi product manager, UX designer, QA manager, etc. etc. Et l'entreprise fait déjà 80 personnes. Donc, autant vous dire que la tech n'est pas au cœur du sujet et que purement la tech est un moyen, en fait, d'arriver. Il y a absolument aucune attention qui est portée à la façon de construire le produit, à part de répondre à chaque besoin spécifique du client de façon pas du tout pensée de façon cohérente. Et en 2018, badaboum, non pas badaboum business, mais badaboum tremblement de terre de valeur et de, on va dire, grosse révolution chez Phoenix, puisque le marché évolue beaucoup. Le marché de la lutte contre le gaspillage alimentaire évolue beaucoup. On voit émerger des acteurs, de la concurrence, notamment Too Good To Go, que j'ai cité plus tôt, qui est une boîte danoise qui fait aussi de la lutte contre le gaspillage alimentaire pour les particuliers, qui commence à vraiment prendre de la place sur l'écosystème. Et on décide, pour des raisons de maintien de l'écosystème et de concurrence, de lancer notre propre application mobile B2C. Alors là, autant vous dire que quand on est dans une boîte de 80 personnes, que les gens ont rejoint à 100% pour son impact social, pour aller accompagner physiquement des magasins dans la gestion de leurs déchets, etc., l'arrivée d'un projet tech B2C est pas très bien perçue. Et c'est complètement compréhensible. C'est pas très bien perçu parce que c'est la Startup Nation égale le mal dans la perception de plein de gens qui proviennent du monde associatif, qui font vraiment l'écosystème de Phoenix. Parce que c'est le traitement des données, parce que c'est la géolocalisation, enfin des choses vraiment qui paraissent ultra contradictoires avec notre mission. Donc on lance l'application en 2018 et en 2020, en fait, évidemment, entre-temps, l'équipe tech s'est décuplée à fond. C'est le lancement de l'application mobile qui a fait que, ah d'accord, Phoenix est passé d'une start-up purement servicielle à une entreprise qui fait aussi de la tech, qui a une application grand public, qui a aussi cette plateforme de dons qui a été lancée en 2016. Et maintenant, comment on fait? Et en fait, pourquoi je vous explique ça? Parce qu'il faut comprendre que du coup, moi quand je suis arrivée, c'est à ce moment-là, c'est en 2018 au moment du lancement de l'application et pour lancer l'application. Donc j'étais un peu venue pervertir la raison d'être de Phoenix et je peux les comprendre. Dans la perception des Phéniciens et de plein de gens et des assos, c'est ça Phoenix, c'est arrêter de parler que de l'application.
on fait ça surtout. Et les gens ne vont voir plus que ça. Et en fait, très vite, du coup, je me suis rendu compte, en lançant ce projet, que le gros du challenge et du questionnement sur la responsabilité de mon produit allait provenir de l'interne. Grosso modo, tous les Phéniciennes et Phéniciens, oui, c'est notre petit nom, on aime bien l'histoire, venaient de l'interne sur des questions éthiques. Ah, on va vraiment obliger des millions d'utilisateurs à partager leur géolocalisation? Sérieusement? On va vraiment vendre des invendus que normalement on donnait à des associations? Est-ce qu'on retire le pain de la bouche des associations? On pourra aborder ce sujet, en l'occurrence, non, parce qu'on ne s'adresse pas au même marché, mais c'est vraiment des sujets qui ont été très importants au moment du lancement. Ça peut paraître complètement contradictoire. Sur nos choix d'outils, le jour où j'ai lancé l'appli et qu'il y avait Google Maps dessus, oui, d'accord, ils compensent leurs émissions carbone depuis 2016, mais sais-tu que... Et questionnement complètement normal. En fait, on en rigole, mais moi, j'étais bien contente que des gens en interne me challengent là-dessus, parce que, en vérité, j'avais déjà l'impression de faire ma part. J'étais chez Phoenix, on sauve des invendus. Ah, après, je fais ce que je veux. Hein. Non, non, pas du tout. Et sur notre manière de développer, oui, enfin... comment tu gères ton accessibilité, ton contraste de couleurs, des choses auxquelles on ne pense pas forcément en lançant un produit, quand on ne vient pas du monde du produit, en plus, par ailleurs, etc. Enfin, voilà. Donc, le besoin, très étrangement, de s'attaquer aux produits responsables, il est arrivé des Phéniciennes et Phéniciens, et assez vite aussi de nos clients, de nos utilisateurs, qui, dès qu'ils ont entendu, en fait, parler du lancement de ce projet d'application mobile, nous ont beaucoup challengés. D'accord, mais faites attention à ce que ce soit cohérent, que ça ne renie pas vos valeurs et que vous ayez quand même un impact positif malgré tout. Du coup, comment on a géré ça? Comment on a réussi ou pas, enfin comment on a essayé en tout cas, d'intégrer ces sujets de responsabilité dans notre quotidien produit? Déjà, je vais juste, seul moment où je vais vous parler de théorie vraiment pendant 30,5 secondes. Je pense que vous avez, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du terme d'éco-conception, si vous êtes renseigné sur les sujets. Je vous ai mis plein de ressources en fin de présentation. Je ne sais pas si ensuite ce sera partagé les présentations, mais je vous les partagerai si jamais la presse n'est pas partagée, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes pratiques. Le principe de l'éco-conception, c'est d'inclure dès la conception de son produit des éléments de durabilité sur l'ensemble des sujets du développement durable. Donc le social, le sociétal, l'environnemental. Donc c'est dès le début réfléchir à la consommation de data de ces serveurs. C'est dès le début réfléchir à l'accessibilité de ces produits pour les personnes en situation de handicap. C'est dès le début réfléchir au nombre de données qu'on va traiter, à la confidentialité de ces utilisateurs, etc. Et ça, dès le début. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, de toute façon, les normes évoluent. Donc, quoi qu'il en soit, si vous ne le faites pas maintenant, vous devrez le faire. C'est comme de la dette technique. Quand tu ne mets pas à jour le produit que tu utilises, l'intégration avec tel outil, etc., tu vas devoir le faire à un moment. Et c'est la même chose sur les sujets d'éco-conception, même s'il y a évidemment des niveaux d'exigence qui changent. Mais du coup, je vous ai mis en annexe, il y a un playbook hyper complet avec 115 recommandations très précises, etc., et très opérationnelles. Donc voilà, je ferme le chapitre théorique et je reviens à mon retour d'expérience Phoenix. Il faut se dire que du coup, comme vous l'avez compris, moi je suis face à une horde de Phéniciens enragés. J'exagère, je rigole absolument, c'est les meilleures personnes du monde. Mais je me retrouve très vite, en plus de mes sujets liés au lancement de l'application mobile, qui pourraient être des sujets business. Donc, est-ce que mon application va marcher? Quel est mon product market fit? Comment je me différencie de Too Good To Go? Est-ce que j'ai besoin de me différencier de Too Good To Go? Quels sont mes clients? Non, 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 non. On se retrouve avec aussi beaucoup d'idées d'évolution produit et d'idées éthiques dans notre backlog produit. Donc, comme je disais tout à l'heure, des outils de gestion de sa data qui soient propres et respectueux, des utilisateurs qui demandent plus d'accessibilité, etc., etc. Et du coup, ça nous fait vraiment un backlog, donc une liste d'idées qui est gigantesque. Donc, la question qu'on s'est posée assez rapidement, et qui recoupe en fait le questionnement de à peu près tous les product managers du monde, c'est par quoi je commence? D'accord, bon, une fois que j'ai détecté mon problème business, je sais comment l'adresser. Grosso modo, l'application mobile Phoenix, c'est pas très compliqué. Il s'agit d'une marketplace d'offres, de demandes.
le problème côté produit, il a déjà été résolu, on va dire. On a des exemples de marketplace qui marchent bien, etc. Franchement, le top du marché est un bon benchmark pour savoir comment faire une bonne marketplace. C'est pas la question. Nous, on voulait faire une marketplace de façon cohérente. Et donc, comment on gère tout ce plein d'idées, ce trop plein d'idées responsables dans le cadre de notre backlog aussi normal et business? On a tout simplement, c'est pas du tout révolutionnaire, c'est notre version très terre à terre, on a inclus l'impact dans notre méthode de priorisation. Je sais pas, est-ce que tout le monde ici est product manager ou vraiment dans le monde du produit ou pas du tout? Qui l'est? Main levée. Ouais, voilà. Donc, vous avez toutes et tous fait vos choix de méthode de priorisation. Hein, on a tous des méthodes différentes, même si quand même il y en a pas mal qui sont éprouvées. Nous, assez rapidement, on a utilisé la méthode RICE que vous connaissez peut-être, qui vise à mettre un score de reach, impact, confiance et facilité, enfin complexité technique. Et le score, c'est ces 3 éléments qui se multiplient divisés par le niveau de complexité. On classe et normalement, en théorie, tadam, on a sa priorisation. Évidemment, voilà, j'ai pas besoin de préciser, on est d'accord, c'est faux. Mais ça aide en tout cas à avoir un sens de ce qui, à peu près, d'un point par rapport à un autre, sur un élément de backlog par rapport à un autre, prend le dessus. Et alors nous, tout simplement, puf, au lieu de cet impact ici, qui est bien, on a ajouté un deuxième impact, bon, super, hyper original, qui vient multiplier aussi notre total d'impact. Donc en plus de l'impact business qui est ici, chiffre d'affaires, nombre de clients, baisse du churn de ces clients, etc., on vient rajouter notre impact inclusion, donc accessibilité, nombre de personnes qui sont potentiellement atteintes par ton produit, niveau voilà, inclusion des personnes en situation de handicap, etc. Nombre de repas sauvés, limitation des émissions. Chaque fonctionnalité a un impact aussi sur ces aspects-là. Bon, quoique, il y en a qui n'ont aucun impact, auquel cas, elles ont juste score de rien, quoi, de 1. Donc, le fait d'inclure ça, pas de 0, ce serait con, dans le calcul, mais blague de product manager, super. Bon, j'ai mis une petite étoile ici, parce que, en vrai, c'est un peu de la triche de dire ça, parce que c'est assez pratique chez Phoenix. Repas sauvé est directement lié à mon chiffre d'affaires. Donc, en fait, en vrai, je vous mens un peu. Ici, repas sauvé ne compte pas réellement dans mon scoring d'impact. Moi, dans mon scoring d'impact qu'on fait du coup avec mes équipes product, aujourd'hui, on prend surtout en compte les aspects sociaux, inclusifs et de limitation des émissions carbone, donc purement sur l'utilisation de la data, des serveurs, etc. Voilà. Et la confidentialité. Mais les repas sauvés, en vrai, c'est vraiment directement corrélé à notre chiffre d'affaires, ce qui est à la fois la beauté et le truc bizarre dans les modèles comme Phoenix, mais qui du coup marche bien. Donc là, je vous montre l'ancêtre de ma priorisation RICE. Voilà, ça c'était mon tableau de 2018, lancement du produit. Évidemment, on n'avait pas d'argent pour avoir des outils. Hein. Ça, c'est aussi la tech for good pour celles et ceux qui en font partie. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais évidemment, pas d'outils au début. Et du coup, j'avais mon impact et mon impact social et business. Ma petite somme, magnifique. Bon, entre-temps, on est passé au RICE, on a rajouté des scores. Mais vous voyez, c'est vraiment une méthode assez basique. Ce que je veux expliquer là, c'est pas du tout copier cette méthode, parce qu'en vérité, entre-temps, on l'a quand même bien revue, etc. Et un peu affinée. Et par ailleurs, elle aurait tout intérêt à être complètement affinée et un peu rendue spécifique selon les items un peu de votre roadmap, vos grands points de priorisation à venir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a eu un impact assez direct sur notre quotidien. Notamment, par exemple, en fait, ça faisait passer un genre de pass or fail à toutes mes fonctionnalités. Et il y en avait quelques-unes qui ont passé la barre, qui ont été mises en œuvre, alors qu'elles n'auraient pas dû l'être, sincèrement. Enfin, alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. Alors que dans une roadmap normale, avec un calcul d'impact business normal, on ne l'aurait pas fait parce que ça n'avait pas d'impact. Ou inversement, on a des fonctionnalités qu'on a dépriorisées qui auraient eu un impact business positif, mais qu'on a dépriorisées à cause de leur mauvais impact social, environnemental, etc. Là, je vais vous donner des exemples. C'est incompréhensible comme ça, donc ne le lisez pas, on s'en fout. Elle fait une présentation super. Ça, top. Non, par exemple, 2 choses qu'on a faites qu'on n'aurait pas dû faire. En 2019, on lance les DomTom.
Trop cool, super opportunité business et en plus opportunité de venir s'adresser au sujet du gaspillage alimentaire dans un endroit où il n'y avait pas de solution. C'est des territoires qui sont quand même souvent oubliés par les solutions innovantes qui ont un impact terrain. Donc on était hyper contents. En revanche, on se heurte à un problème, c'est que Stripe, notre prestataire de paiement, évidemment, n'est pas dispo dans les dom-toms. Donc, ils sont dispo. Enfin, ils ont un genre de SDK un peu, donc de petits add-ons un peu pourris, qui est en test, qui est en bêta test. Donc, je le sens mal, leur truc. Ils me disent, oui, peut-être qu'on peut le faire, mais pas vraiment. Ça a l'air semi-légal, semi-pas bien. Et en parallèle, je me fais contacter par une boîte, je ne vais pas forcément citer le nom, mais qui est française, qui fait de la gestion de paiement. Qui partage nos valeurs, qui permet de faire de l'arrondi au paiement, qui est géré par des gens en plus hyper sympas. Bon, un facteur humain, évidemment, très important. Non, mais réellement, qui est une solution de paiement performante, qui en plus me permet de faire régler en ticket restaurant aussi, etc. Pas mal. Je me dis sur le papier, côté produit, ça ressemble à quelque chose. On regarde, bon, alors le bas commence à blesser quand mes devs commencent à regarder leur documentation technique. C'est pas foufou, sincèrement. C'est pas incroyable. Et à côté, il y a Stripe. Même s'ils ont la version DomTom en test, autant vous dire que c'est Stripe, quoi. Donc c'est une machine de guerre, quand même, malgré tout. Donc, malgré les, on va dire, manquements un peu techniques de la solution française, on a choisi cette solution-là plutôt que Stripe pendant un temps. Et on était trop contents de faire de l'arrondi, d'accepter les tickets restaurants, que eux reversent une partie de leur chiffre d'affaires à des œuvres, etc., etc. Deuxième chose qu'on a faite, peut-être, j'ai pas redit ça, d'ailleurs peut-être que c'est utile. L'application mobile Phoenix permet de racheter des invendus à des commerçants autour de soi. Et c'est tout. C'est sa seule fonctionnalité. Il s'avère que pour des raisons de rapport avec les associations, on avait besoin potentiellement de les aider à collecter de l'argent, notamment post-Covid, mi-2020. Les assos ont eu des gros problèmes d'approvisionnement en invendus et aussi de quantité de dons, quoi. Et du coup, on s'est dit, on va les aider. On va aider un groupement d'associations qui s'appelle Landes, qui est un groupe d'épicerie solidaire, à faire une collecte financière, purement monétaire. Donc, on a développé, c'est passé dans notre priorisation impact, un module de paiement spécifique à la collecte associative pour une collecte qui durait genre 1 mois. C'est une aberration, vraiment. Les devs y ont passé, je crois, 1 mois et la collecte durait 1 mois. On avait, à l'époque, on avait quoi? On devait peut-être avoir 50 000 monthly active users. Donc, en fait, c'était sûr que ça allait pas très bien marcher, mais on l'a fait pour montrer aussi notre engagement à nos utilisateurs, leur laisser une chance de s'impliquer en fait dans des sujets à impact, et on a accepté d'investir ce temps de dev pour développer ce module qui, businessment parlant, n'a quasiment aucun intérêt. Inversement, un des gros sujets qui a fail et qui fail toujours, et ça c'est vraiment mon cheval de bataille jusqu'au bout, c'est qu'on a accès à beaucoup de données de géolocalisation, puisque l'application Phoenix fonctionne en click and collect, donc tu vas chercher les invendus à pied ou moyen de transport de ton choix autour de toi. Le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui nous partagent leur géolocalisation, quoi. Moi, à tout moment, je pourrais décider de l'enregistrer, cette donnée, quoi. Et ça vaut son pesant d'or. À la fois, ça vaut son pesant d'or pour mes investisseurs. C'est une donnée que je peux revendre, facile. Je ne serai pas la seule à le faire. Et aussi, ça vaut pour ma recherche de commerçants. Pourquoi? J'ai accès sur 5 millions d'utilisateurs en France à l'information disons, 30% d'entre eux qui partagent la géolocalisation en arrière-plan, de le matin, quand ils se réveillent, où ils sont, à quelle heure ils vont au travail, où est leur travail, où est-ce qu'ils vont manger le midi, par où ils passent quand ils rentrent le soir chez eux. Enfin bref, vous connaissez la data de géologue, quoi. Je pourrais avoir accès à ça hors de question,
à la fois en termes de stockage, de quantité de stockage que ça demande. Ça ferait juste, je pense, centupler la taille de mes bases de données, et ça, c'est non. Et en termes juste d'éthique, quoi, en fait, parce qu'évidemment, dans ce genre de cas, on ne transmet pas l'info telle qu'elle à ses utilisateurs, hein, évidemment, mais ça m'aurait permis de dire à mes business développeurs, ah d'accord, bah tiens, tu vois, il y a X personnes qui tous les matins se lèvent à Châteauroux, passent sur la RN12 et machin, je ne sais pas du tout si c'est la RN12 à Châteauroux, mais voilà. Donc, va démarcher la boulangerie qui est au bord de la RN, etc. Ça, on refuse de le faire. Et sincèrement, c'est une lutte un peu au quotidien de ne toujours pas le faire, mais on le fait pas. On le fera pas. C'est un exemple parmi tant d'autres de ce qui a permis cette priorisation. Et du coup, donc, ça, c'est les exemples des petits points de roadmap ou des gros points de roadmap qui sont passés ou qui ne sont pas passés dans nos sprints. Mais du coup, la question, c'est est-ce que dans le fond, ça sert quand même à quelque chose de mettre un score d'impact, ou en tout cas de réfléchir à sa priorisation avec une notion d'impact. Donc, juste il y a écrit, et je vois, désolé, mon contraste, très bon exemple de mauvaise accessibilité, voilà, ici. Donc, le blanc sur rose, effectivement, c'est pas ouf. Et alors, est-ce que ça sert à quelque chose? Pour voir cette grande phrase de la littérature. Oui, ça sert à quelque chose, bonne nouvelle. Notamment, par exemple, le sujet de la collecte associative. On l'a gardé, on le remet chaque année. Ça a été vachement apprécié par les utilisateurs. Un mois par an, on se fait une petite collecte. Et c'est sympa, ça plaît. Ça ne fait pas gagner des milliers des cents à mes commerçants, à mes assos, mais bon, c'est déjà ça. Et maintenant que c'est fait, on est content et on l'utilise. Aussi, sur un sujet, là, je ne vais pas rentrer dans le sujet technique parce que c'est, bref, un sujet très, très compliqué, mais on a revu la manière d'afficher les résultats sur notre map, donc la carte qui permet de chercher les commerçants autour de soi, qui est en soi un sujet très compliqué. L'indexation des informations qu'il y a sur une carte et l'ordonnancement d'une liste géolocalisée, c'est assez compliqué. Et en fait, on était en train de refondre l'application il y a un an pour la rendre plus performante, et aussi dans le cadre d'une refonte purement en marque, quoi. Et on a profité pour vraiment venir casser de la dette technique et des trucs qui ne marchaient pas depuis des années. Notamment, notre carte a été pourrie, on peut le dire. Du coup, on en a profité pour revoir notre méthode de calcul. On avait deux options. Option 1, une option rapide à mettre en place, ultra efficace, la recherche est rapide, etc. En revanche, en termes de data, c'est le Concorde, quoi. Il y a vraiment beaucoup de données qui transitent, et c'est pas très économe en énergie. On avait une autre option qui nous prenait 4 fois plus de temps à mettre, c'est la technologie des GOH. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des backgrounds un peu dev, mais en tout cas, c'est une technologie qui permet de visionner la carte en petits carrés découpés, etc., et qui est hyper efficiente en termes de calcul de résultats sur une carte, mais qui par contre est très complexe à mettre en place et nous prenait 4 fois plus de temps. En l'occurrence, comme cette méthode-là a passé la méthode de priorisation, depuis qu'on l'a utilisée, on a divisé par 10 le nombre de data consommées, alors qu'on a augmenté nos utilisateurs de genre 10% entre-temps. Donc, en fait, hyper efficient, et on est super content d'avoir cette notion-là aussi dans nos calculs. Donc, les utilisateurs sont satisfaits, et aussi, on maintient des pressions positives. C'est-à-dire que nous, en fait, quand on voit que des trucs comme ça marchent, on continue de prendre des exigences, en fait, techniques, environnementales, etc., de plus en plus fortes. Mais malheureusement, vous vous en doutez, ça marche aussi pas du tout, parfois. Mais genre vraiment pas du tout. Et parfois, ça fait faire des mauvais choix. Le prestataire de paiement, du coup, que j'évoquais tout à l'heure, on l'a très vite débranché. Enfin, pas très vite, au bout de genre 1 ou 2 ans. Donc, c'est pas si vite que ça. Mais parce qu'on avait un taux d'acceptation de paiement qui n'est pas possible, et c'est lié à la qualité de la tech, malheureusement. C'est triste à dire, mais en fait, on a dû débrancher un acteur qui est engagé, qui partage nos valeurs, avec qui on pouvait faire de l'arrondi au paiement, mais ça ne marchait pas. Donc là, au bout d'un moment, la priorisation ne discute même plus, en fait. Là, on est sur des multiples infinis. Donc on a dû le débrancher. On est en train de lancer la publicité sur une partie de l'application mobile. Ça, c'est un truc qui, moi, pendant longtemps, j'ai pushback.
Mais quoi? On est sur des modèles de marketplace. Qu'est-ce qu'ils font toutes les marketplaces? De toute façon, Deliveroo, ils font un modèle premium d'abonnement, ok. Le Bon Coin, ils ont de la pub. Give, ils ont de la pub, etc. En fait, le modèle n'est pas rentable en tant que tel s'il n'y a pas une intervention extérieure, donc on est obligé de lancer de la publicité. Ça fait chier, mais c'est comme ça, c'est rationnel et c'est pas les investisseurs qui ont poussé. Mais en l'occurrence, du coup, parfois on est obligé de choisir la performance. On est sur AWS pour nos serveurs, ça râle en interne beaucoup, mais bon, franchement, par rapport à notre besoin, c'est les meilleurs, c'est ce qui correspond le mieux à ce dont on a besoin, donc on les prend. Google Maps, pareil, on a réfléchi 1000 fois à passer sur OpenStreetMap ou n'importe quel autre outil, mais déjà, c'est pas forcément mieux, c'est hyper compliqué à intégrer. Voilà, non, c'est non. Donc voilà. Et ce dont il faut se rendre compte, ce pourquoi c'est pas très efficace et parfois c'est un peu aussi de la poudre aux yeux d'essayer de mettre de l'impact dans sa priorisation de produit, c'est que malgré tout, même si les investisseurs qui ont investi dans Phoenix, ils ont investi dans une boîte à impact positif, ils veulent qu'on sauve de plus en plus d'invendus, etc. Ce sont quand même des investisseurs qui veulent un retour sur investissement. Donc, qui cherchent de la rentabilité, et qui aussi essaient de plaquer des modèles existants. Donc, ils ont investi dans une autre marketplace 3 ans avant. Ça a marché. Phoenix, faites la même chose, évidemment. Donc, on se retrouve aussi à gérer en permanence des incursions extérieures qui rendent un peu compliqué le fait de rester campé sur ses positions de manière presque uniquement politique. Ça n'a pas de sens. On essaie de le faire du coup en bonne intelligence et voilà. Mais la leçon principale, c'est vraiment que c'est un peu une lutte au quotidien et c'est un compromis de toute façon quotidien, un peu comme une priorisation de produits basique. Il y a des features que vous ferez finalement jamais. Et ben là, c'est la même chose. Il y a des features positives que vous n'arriverez jamais à faire, même si vous les priorisez. À part si vous éco-concevez dès le début. La leçon numéro 1. Erreur à ne pas recommettre. Note à moi-même. Voilà pour nos contradictions un peu au quotidien. Il y en a encore plein d'autres exemples que je pourrais vous donner. C'est du vraiment terrain au jour le jour, donc on pourra en parler si vous voulez. Et juste avant de finir, je partage une nouvelle, c'est que, enfin une bonne nouvelle, c'est la question qu'on se pose quand même, malgré tout, c'est, je reboucle sur ce que je disais en intro, et évidemment, le numérique consomme énormément. En parallèle, nous, on essaie de sauver des invendus de la poubelle et d'éviter le gaspillage alimentaire. Est-ce que ça sert à quelque chose, du coup, ce qu'on sauve comme invendu, compte tenu de ce qu'on consomme comme place de serveur, comme plein de choses aussi, comme logistique, etc. C'est la question qu'on s'est posée il y a quelques temps pendant le Covid, je pense, là où tout le monde voyait des dauphins à Venise, etc. On s'est dit, est-ce qu'en fait, on fait les malins depuis quelques années, mais est-ce que sincèrement, c'est utile ce qu'on fait et ça compense? La bonne nouvelle, oui. Super, suspense de ouf. Non, mais franchement, on n'en menait non plus pas large. Là, mais la bonne nouvelle, c'est que on arrive à compenser, donc en sauvant des invendus, on arrive à compenser 50 fois nos émissions. C'est des méthodes de calcul. Hein. Tout ça, c'est comme toujours dans le sujet du calcul d'impact carbone. Les méthodes sont des méthodes, donc ça peut être controversé. Il y a des cabinets qui ont une méthode ou une autre. Nous, en l'occurrence, c'est le cabinet iCare & Consult, je ne sais pas si vous connaissez, qui est spécialisé dans la mesure d'impact carbone, qui nous a fait nos calculs d'impact. Donc, 90 000 tonnes de CO2 sauvées en 2000... J'ai pas mis l'année. Ah si, voilà, bon, c'est 2021. 2021, puisqu'on a sauvé 45 millions de repas, donc c'est un équivalent à peu près qui est fait sur les types de produits qu'on sauve. On prend une moyenne ce qu'on sauve des fruits et légumes, de la viande, des machins, etc. Parce que vous vous doutez que l'impact carbone de sauver une carotte ou une entrecôte n'est pas le même. Et on consomme du coup 1700 tonnes par an, ce qui est beaucoup. Hein. Sincèrement, on n'est pas du tout exemplaire, sachant qu'on est 200... Enfin, en gros, on fait 7 tonnes et quelques par employé. Les objectifs de l'accord de Paris étant de 2 tonnes par personne. C'est pas ouf, mais c'est en voie de réduction. Mais comme quoi,
je tiens aussi à faire déculpabiliser les gens. Voilà, même dans des boîtes comme Phoenix, on n'est vraiment pas du tout exemplaire et on essaie de s'efforcer de le devenir de plus en plus. Mais donc la bonne nouvelle, c'est que on compense ces émissions en sauvant des invendus et ça nous donne envie du coup d'aller en sauver encore plus, peut-être avec le même périmètre de 1700 tonnes de CO2, c'est suffisant, hein, on va essayer de ne pas monter beaucoup plus. Et juste petite note précision, parmi les 1700 tonnes de CO2, il y a seulement 6% qui proviennent du numérique. On était hyper étonnés, mais en fait, les efforts qu'on a fait de baisser, enfin, en gros, le gros en 2020 de notre carbone sur le numérique venait des usages serveurs, des calculs en base de données, etc. C'était beaucoup plus gros, je ne sais plus de combien. Mais notamment les optimisations dont je parlais, qu'on a faites sur la carte de l'appli, sur les calculs, ont vraiment révolutionné notre consommation dans la partie tech. Et en fait, le gros de notre consommation chez Phoenix, c'est des opérations. Parce qu'on a de la livraison, on a du matos physique, enfin, on a plein de choses. Donc, beaucoup d'allers-retours de transport, etc. Même si c'est pas nous qui faisons, on n'est pas un prestataire logistique, mais on en a quand même malgré tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais voir. Nous, on va essayer d'aller plus loin, donc je vous invite à suivre un peu ce que Phoenix fait sur les réseaux. On essaie de communiquer pas mal, notamment sur les réseaux sociaux, même si c'est très B2C et très anti-gaspi, comment utiliser sa banane écrasée. On a aussi des hyper intéressants, par ailleurs, ne rigolez pas, c'est délicieux, les bananes à, je sais pas quoi, pancake ou bread, merci, voilà. C'est vraiment bon. Du coup, on essaie aussi de communiquer de temps en temps sur des sujets plus un peu business, etc. Ou alors sur LinkedIn. Voilà, c'est tout. Vous avez mon LinkedIn là. Enfin bon, ça sert à rien ce lien comme ça, mais LinkedIn, Jeanne Assilflamme. Si vous avez besoin de me poser des questions. Et maintenant, bah, allez-y pour les questions. Ouais. Attendez. Pour l'enregistrement. Je répète, j'ai vu sur la première slide que vous étiez B Corp et je me posais la question si en fin de compte toutes les entreprises qui sont B Corp font des échanges de bonnes pratiques sur l'impact. Alors aujourd'hui, quand on est B Corp, on fait partie d'un comité. Mais aujourd'hui, c'est notre CEO, nous, Jean Moreau, que vous devez voir un peu sur les réseaux sociaux parce qu'il parle, il est trop sympa, il parle beaucoup. Et je vous invite à le suivre parce qu'il partage plein de contenus intéressants. Du coup, lui, il est dans des comités, mais en fait, les opérationnels, pas du tout. Et c'est un truc qui manque, je trouve, énormément. Justement, très bonne remarque. Et franchement, moi, je serais hyper preneuse de discuter avec les chefs de produits de un peu tous les sujets, toutes les boîtes qui sont Bicorp, sachant qu'il y a vraiment des beaux noms, mais non, pas du tout. Donc ça manque, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Je vais d'abord aller au fond et puis après je reviens vers vous. Je me demandais comment vous aviez calculé l'impact social, environnemental pour chacune de vos fonctionnalités. C'est quoi finalement les critères que vous utilisez? Bonne question. C'est comme dans n'importe quel scoring product. Il y a, on va dire, 20% de mesures réelles et 80% de... Oui. Donc en fait, non, en vérité, le scoring, il n'est pas très quantifiable. Ce qu'on fait, tu as une échelle de 10 et on compare surtout une fonctionnalité à l'autre. En fait, ce qui est intéressant, c'est le positionnement d'un élément de backlog par rapport à un autre élément de backlog et pas tellement son score en soi. Moi, je m'en fiche de savoir que le fait d'ajouter une bannière pour Landes, ce soit 15 points ou 10 points. Ce qui m'importe, c'est que ça a 10 points, là où le fait de traquer la géolocalisation de mes utilisateurs, ça a 0,5 points, quoi. Tu vois? Non. Ouais. Complètement. Tangible. Ouais. Ah mais absolument, absolument aucun. Quand on est sur des fonctionnalités qui sont comparables entre elles, tu vois. Non mais quand on se parle de fonctionnalités qui sont comparables entre elles, qui vont avoir un impact carbone qui est mesurable. C'est déjà très rare. Si tu prends ton backlog et que tu regardes l'impact carbone mesurable, les features qui ont un impact carbone mesurable, déjà
complicado de mettre un éco-index sur chaque élément. Mais je pense qu'il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui utilisent ces méthodes probablement de façon beaucoup plus exhaustive et méthodique que ce qu'on fait. Nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de se dire en soi le nombre de personnes qui sont... En fait, c'est le pendant de ton impact business. Ton impact business, il va être mesuré sur le nombre de personnes atteintes, le nombre de potentiels clients, la quantité de chiffre d'affaires que ça va permettre de ramener marginalement, etc. Sur ton impact écologique et social, ça va être la même chose, mais avec un score qui, du coup, est beaucoup plus fluctuant et mou, en vérité. Puisque, en fait, par exemple, c'est difficile de comparer, vu qu'on met des éléments à la fois sociaux et environnementaux, c'est difficile de comparer. Est-ce que ça a plus de valeur impact de permettre à des personnes non-voyantes d'utiliser ton application ou de diminuer la consommation de tes serveurs? Là, on se heurte à des dilemmes éthiques qui deviennent compliqués. Donc, on ne se pose pas la question en ces termes-là, en vérité. Mais c'est exactement pour ça que je redis bien au début que je ne vous délivre pas une méthode et que c'est une méthode qui n'est absolument pas réplicable. C'est notre méthode Phoenix, notre façon de le voir et les impacts que ça a eu. Donc, je ne peux pas te donner de chiffres exacts. Désolée. Il y en a deux, et qui vont être courtes. La première, dans la balance carbone, donc il y a votre empreinte carbone et ce que vous avez fait économiser en empreinte carbone en économisant des invendus. Est-ce que vous savez comment les deux scale? Est-ce qu'il y en a un qui scale plus vite que l'autre? J'ai l'impression que oui, j'ai cru comprendre dans la réponse. Et l'autre question, maintenant que la bataille de la pub est perdue. Merci. Merci pour ton soutien. Et moi, en tant qu'utilisateur, je ne serais pas très heureux d'en avoir. Mais je suis désolée. Comment vous comptez aborder ce sujet de la pub de manière peut-être plus éthique? C'est-à-dire, est-ce que face à l'adversité, vous comptez aborder ce sujet de manière différente, sachant que la pub ne mange pas des invendus de data, elle va manger de la data de premier choix? Absolument. Première question du coup sur le scaling de ma consommation carbone vs notre sauvetage d'invendus. Alors en fait, désolé, on va rentrer dans un sujet très marché de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais c'est un marché qui est très particulier parce qu'on s'adresse principalement aux supermarchés, qui sont du coup des acteurs économiques qui sont soit franchisés, donc des indépendants, soit des gros intégrés à la Auchan. Historiquement, chez Phoenix, on est très bon sur le marché des franchisés. On a des commerciaux partout en France, on connaît bien les réseaux, qui est influent dans la zone Leclerc, Bretagne Nord, etc. etc. Mais c'est hyper important, vraiment commercialement, ça fait toute la différence. Donc historiquement, on n'a pas très bien scalé la partie impact. Et en fait, depuis 2-3 ans, on est en train de remonter la pente sur les grands comptes. Et en fait, notre clé pour scaler vite ce qu'on peut avoir niveau impact invendu, c'est de choper des grands comptes, tout simplement. Et c'est en cours. Et on a des bonnes pistes et des très bons commerciaux. On a structuré notre équipe commerciale différemment et c'est la clé pour y arriver. Et du coup, l'autre question, pardon, attends, j'ai une mémoire de poisson rouge. La pub. Bah, déjà, en fait, on fait appel à des régies qui sont capables d'exclure certaines personnes. Hein. Il va sans dire que vous n'aurez pas de pub, je sais pas, Amazon ou autre, ou McDo, Total Energy. Enfin, pardon, je vais arrêter de citer des noms. Je veux vexer personne, mais on va pas avoir Enfin, il y a certains annonceurs qu'on exclut. Et après, par contre, sur la partie data, j'avoue, je sais pas parce que pour le coup, j'ai pas du tout été dans le choix des prestats, donc j'ai aucune idée. On me fait signe de la régie qu'on n'a plus de temps. Désolée parce qu'on n'a pas pu prendre toutes les questions, mais je vous propose d'applaudir Jeanne pour ce talk qui est en énergie.